qu'on parle un peu e-sport. Forcément, ici, Zerator, toi, tu as Mandatory, MV, Aegis. C'est vrai que là, récemment, on a vu, alors c'est plus l'e-sport mondial, on a vu la team FaZe, le FaZe Clan, forcément, donc une grosse team quand même. Si vous avez un passé un peu Call of Duty, ça doit quand même vous parler. Ouais. Équipe légendaire. Team créée en 2010, donc forcément à Los Angeles, sur Call of Duty, à base de trickshots, de montage, etc. C'est vrai que tout MW2, ça a été assez incroyable. Ils ont commencé en 2012 à être une team aussi compétitive sur Call of Duty. Ils ont levé des fonds, ils ont commencé à gagner des titres, notamment sur Counter-Strike, etc. La success story, elle a continué jusqu'à l'introduction en bourse. Ils visaient quand même 1 milliard de valorisation. Ils ont eu 725 millions de dollars. C'était en juillet 2022, donc c'est pas si vieux que ça, pardon. Jusqu'à très récemment, là, puisque si on fait un petit bond en avant, en 2023, il y a quelques semaines, FaZe a donc été vendu 17 millions de dollars à GameSquare, qui est en gros un peu un conglomérat de différentes boîtes de sport, qui s'est aussi mis donc, du coup, à l'e-sport. Et le boss de ça, c'est Jerry Jones, c'est un patron de team NFL. Mais c'est vrai que ça a beaucoup fait parler parce que forcément, la valorisation, le stock est passé donc, au Nasdaq. Voilà, on voit le truc s'est cassé la gueule de manière absolument terrible. Donc, il y a eu énormément de débats autour de l'e-sport. À quel point est-ce que c'est une bulle? Est-ce que ça se pète la gueule? En 2022, en fait, ils ont eu quasiment 50 millions de dollars de pertes. Je ne sais pas si c'est des chiffres auxels vous êtes familiers. Mandatory, Aegis, comment on n'en est pas là, on n'en est pas là. Je suis assez familier avec les pertes d'argent dans l'e-sport, mais pas ces montants-là, en effet. Et la première moitié de 2023, ils ont perdu 29 millions de dollars. Donc c'est vrai que ça va quand même très très vite. Et dans l'e-sport, dans l'ensemble, surtout côté NA, il y a 100 Thieves aussi qui a été donc la team de Nate Shot. Ils ont viré 30% de la masse salariale qui a été licenciée là assez récemment. Et même côté viewer, forcément, ça galère un peu. Alors nous, de l'autre côté, en France, c'est assez particulier parce qu'on a des créateurs de contenu qui s'y sont mis à fond. Forcément, avec Cassé qui a annoncé donc du coup enfin pouvoir accéder au LEC, ce qui est quand même assez incroyable. Mais c'est vrai qu'on est un peu dans cette situation où quand on se parlait de League of Legends, pour revenir outre-Atlantique, les LCS, donc l'équivalent de LEC, mais côté NA, ils ont perdu plus de 30% d'audience. Le LEC aussi, c'est vrai que ça bat un peu de l'aile. C'est quoi votre avis, vous sur tout ça, vous qui êtes dedans? Ça fait combien de temps, Zera? Toi, c'était un peu avant Aegis, je crois. Ça fait 2 ans et demi, 3 ans maintenant. Ouais, c'était janvier 2022. Ah ouais, donc ça fait 1 an et demi en fait. 2021, 2022, en 2022, je crois. Il y a 10 000 choses à dire dans ce que tu as dit. C'est un sujet hyper vaste, on pourrait y passer 4 heures. Mais c'est ce qu'on va faire. Désolé, on y va. Installe-toi, mon pote. Faire une sieste. Non, mais il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup d'erreurs aussi dans l'e-sport. Mais globalement, on assiste à la fin de l'abondance, j'ai envie de dire. On arrive à la fin du cycle d'après-Covid où toutes les boîtes ont surinjecté de l'argent et du pognon partout parce que on était ça y est, on peut tous se revoir, c'est super, tous les budgets explosent. Et en fait, ça n'a pas donné tant de temps que ça. Donc là, on va tout réduire. Donc on a eu Amazon qui a licencié 3000 personnes. On a eu plein de coupes budgétaires partout. Twitch, coupe budgétaire. En gros, tout le numérique a eu des coupes budgétaires. Là, dans ces 18 derniers mois. Et donc, l'e-sport qui ne vit que grâce à des financements privés et des levées de fonds, quasiment, n'a pas échappé à la règle. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont en train de vivre la fin d'un système qui est une bulle qui éclate de plus en plus. Et ça s'est vu, dans Valorant, on l'a vu encore plus qu'en LFL et tout. Nous, on a perdu, dans le championnat de Valorant qui avait 10 équipes, on en a perdu 3 en milieu de saison. Qui étaient en mode, on peut plus continuer, dommage. Et parce on peut plus payer les joueurs, etc. Ouais, parce qu'en fait, les structures se lancent et elles se disent, vu qu'on sera dans un circuit qui a des viewers, vu qu'on sera là-dedans, on trouvera des sponsors. Mais la vérité, c'est que c'est dur. C'est dur même pour les plus grosses structures. Alors pour les moyennes, c'est encore pire. Alors les petites ou les inconnus, c'est le cauchemar. Donc voilà. Et aujourd'hui, l'e-sport va devoir se réinventer et chercher son modèle économique. Et nous, c'est pour ça, notamment chez Mandatory, qu'on n'a pas encore beaucoup d'équipes et notamment qu'on n'a pas d'équipes sur d'autres jeux. Nous, il n'y a que 2 équipes chez Mandatory, c'est Valorant et World of Warcraft. World of Warcraft, ça coûte pas tant d'argent que ça. On les paye quand même décemment. Mais je veux dire, ça reste des salaires de joueurs WoW, pas des joueurs de Rocket League, LoL ou Counter-Strike. Donc voilà, on n'a que 2 équipes pour des jeux qui nous ressemblent. Mais aujourd'hui, la plupart des gens, ils me disent, ouais, quand est-ce que vous allez en LFL, Mandatory? C'est impossible. En fait, nous, c'est un truc, même si on en avait envie très, très, très fort, ce serait quasiment comme
la LEC de Kamel pour nous. Enfin, je veux dire, le bond est gigantesque. Parce que tu as besoin de payer les joueurs, ça va être très cher. Autour, il y a besoin d'y mettre du coaching staff, etc. Et le tout va... Une équipe de LoL, LFL, top 1 à 5, nous, on a estimé que ça pouvait coûter entre 300 000 et 600 000 euros de budget. L'année, suivant. Après, peut-être MV me contredira, mais en fait, c'est pour ça que je donne une fourchette assez haute. Non, on va dire que oui, pour vraiment les structures qui veulent des star players, qui sont prêts à mettre beaucoup dans les salaires. Du top 1 à 3, tu vois. Ouais, on est un peu dans cette échelle-là. Ouais. Dans cette échelle-là. Alors, tu peux y rentrer en divisant par 2, bien sûr, mais après, si tu y entres en divisant par 2, c'est compliqué de transformer aussi ton audience. Donc, enfin voilà, le modèle de l'e-sport est un marché qui a souffert d'une croissance trop rapide et d'une bulle trop euphorique, je pense. Et on assiste à la fin de ça. Et en vrai, c'est une bonne chose parce que faut pas oublier que l'e-sport, c'est 99% de la pub pour l'éditeur et rien de plus. Et en fait, des passionnés se nichent dedans et crament de l'argent pour faire quelque chose de passionnant, parce que c'est toujours des passionnés à la base, même s'il y a des requins. Et donc voilà, à mon avis, c'est plutôt une bonne chose pour l'e-sport qui va devoir se réinventer. Parce que c'est vrai que, juste après MV, je te lance, mais il y avait le pitch deck de FaZe. Quand tu voyais, c'est vrai que tu as senti que le marché, tu avais l'impression qu'absolument tout le monde allait regarder de l'e-sport, nos parents, nos grands-parents, etc. Quand tu vois l'évolution sur plusieurs années, c'est quand même, en termes d'EBITDA et tout, ça perd 19 millions en 2021, ça fait 131 millions d'EBITDA en 2025, enfin, c'est-à-dire donc concrètement en revenus, enfin si vous voulez en bénéfices, quoi, en gros de gros pour vous expliquer le truc est vulgarisé. Mais c'est vrai qu'il y avait cette réalité-là. VS, même en France, je m'étais juste intéressé pour voir par exemple l'évolution des audiences des Worlds, de la LFL notamment, entre 2021 et 2023. Et c'est vrai que c'est en léger recul. C'est-à-dire que ça reste énorme entre par exemple LFL Spring 2021 et 2023. Voilà, donc le peak viewer est légèrement plus bas, l'average viewer, donc ça reste énorme pour des compétitions de League of Legends. En plus là c'est le championnat français du coup, mais on a un peu pareil sur les Worlds. J'ai essayé de regarder par exemple sur Rocket League, sur d'autres jeux. Dans l'ensemble on voit quoi, VS 2021 où alors pour le coup Rocket League il y a eu des gros pics, mais en average voilà on reste à peu près dans cette moyenne là. Comme tu disais, c'est vrai qu'il y a eu aussi ce moment Covid où en 2020-2021, tout le monde s'est dit en fait rester chez soi et jouer, c'est la folie. C'est-à-dire que c'est absolument génial. Puis les audiences ont explosé. Donc en fait, en sortie de Covid, les gens se sont dit waouh, vous avez vu les stats des 2 dernières années de Twitch, c'est fou. Non, c'est pas fou. Même au niveau du sponsoring, c'était le Covid. Toutes les marques de hardware, les marques qui vont être un petit peu endémiques, qui vont être attirées par l'e-sport et ce genre de choses, ont eu des budgets qui ont explosé en 2021 post-Covid. Et là, entre guillemets, c'était un petit peu le retour de bâton, entre guillemets, ça s'est beaucoup calmé. T'as senti ça, toi, MV, par exemple, que ce soit avec Aegis ou autre, parce que c'est vrai que par rapport aux premiers qui se sont lancés, maintenant, c'est vrai qu'on voit quand même beaucoup de teams. Là, il y a des rumeurs, il y a des gros leaks, on va dire, sur des arrivées de certaines teams e-sport, notamment en LFL, etc., mais qui sont aussi très costauds. Et c'est vrai que d'un point de vue viewer, maintenant, tu connais pas, tu te dis, rien que vous deux, vous avez une team. On a Kamel avec Cassé, il y a Vitality, il y a Mate désormais avec Gotha, Brox. Il y a par exemple Team du Sud qui monte en LFL, si je dis pas de bêtises, avec Sixen, tout à fait. Donc c'est vrai que c'est assez large. Vous avez senti, vous, justement, ça peut être difficile d'engager les gens, de les motiver à fond, surtout quand tu diversifies en termes de jeu, quoi. Oui, nous, c'était un peu particulier parce qu'on avait commencé juste avec 3 joueurs TFT, donc on va dire qu'en termes de Teamfight Tactics, donc on va dire qu'en termes de salaire, on n'avait pas grand-chose et on avait déjà 3 sponsors, donc ce qui était fort. Et du coup, on est arrivé en LFL en se disant qu'on allait être les rois du monde et qu'on allait tout signer. Et en fait, justement, on est arrivé plus ou moins à cette période un peu charnière, justement, où les sponsors étaient un petit peu plus craintifs ou avaient moins de budget parce que l'euphorie post-Covid était passée. Il y a aussi des marques qui ont des gros budgets qui sont aspirés, par exemple, je vais dire par un GP Explorer, des événements comme ça, où on va dire que l'intégralité, enfin, c'est des événements qui coûtent plusieurs millions. Donc, évidemment, ils doivent être sponsorisés. Donc, il y a beaucoup de marques qui ont jeté tout leur dévolu sur ce genre d'événement. Et donc, oui, ça a été difficile. Du coup, là c'est cool parce qu'on a justement, un nos derniers recrutements, c'était un directeur commercial qui vraiment, le but, c'est justement de signer. Et là, on est en train de signer pas mal de sponsors. Mais ça implique d'être justement beaucoup plus actif en termes d'influence. C'est-à-dire, moi, je pensais que ça allait être moins le cas. Mais oui, il faut un petit peu aider et mettre la main à l'ouvrage parce que
on le voit, hein, typiquement en LFL, oui, on a beaucoup d'équipes d'influenceurs maintenant, potentiellement une autre qui arrive, hein, et pas des moindres. Hein, et les structures plus historiques d'e-sport, donc que ce soit GameWard, Géo, etc., et d'autres ici, enfin... D'autres, évidemment, c'est plus compliqué parce que, comme on le dit, hein, pour avoir une équipe top compétitive, c'est, on va dire, 400, 600 000 euros par an. Mais même pour juste avoir une équipe... Sans le slot. Ouais. Voilà, parce qu'en plus, oui, c'est avec les gaming house, tout ce que ça implique, en plus des salaires du staff, manager général, coach, etc., analyste. Donc ouais, c'est beaucoup de frais pour une réalité où Riot Games, la LFL est ce qu'on considère chez Riot le tiers 2 e-sport. Donc c'est l'e-sport qui doit se débrouiller tout seul. Et donc oui, on touche pas vraiment d'argent de leur part. Donc c'est entre guillemets, oui, c'est un pari de passionnés. Et c'est du coup, c'est vraiment aux équipes et aux structures de se démerder pour trouver cet argent. Et notamment, souvent dans les présentations, on montre souvent justement ces modèles américains, que ça soit FaZe, Cloud9 ou Under Thieves et compagnie. C'est des structures qui évidemment, par des levées de fonds successives, etc., ont essayé de faire croire à tout le monde et aux marques qu'il y avait un Eldorado, une cache d'argent infinie et que c'était l'avenir. C'est l'avenir, l'e-sport, clairement. Mais oui, il faut avoir sous le bon modèle, faut avoir une gestion intelligente et c'était sûr que ce surgonflage des capitaux allait leur retomber sur la gueule à un moment ou à un autre. Quoi. Très fort quand même cassé dans tout ce moment, cette période, etc. Avec Arthur, bon CEO. Arthur Verticos qui rigole pas, mais avec les investissements qui sont parfois un peu frisés et tout, d'aller chercher des 17 ou 20 millions, hein, je crois on se parle pour le slot, des investisseurs, etc., qui malgré les exemples potentiellement haineux, on leur dit si, t'inquiète, nous ça va marcher, et qui prouvent que l'exemple aussi cassé peut être différent. Je me demandais un peu, parce que j'ai cru comprendre qu'en France, l'idée était aussi d'être un leader européen de l'e-sport d'ici 2025 en gros. Pour ça, il y a eu aussi donc, sur les événements e-sport, la TVA qui est passée de 20 à 5,5%. Oui, enfin. Toi, Zera, c'est vrai que là prochainement, tu as l'ascension. Là, je crois que c'est 1er janvier 2024. Oui, c'est pas tout de suite. C'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je faisais le lien dans le fait que tu organises des événements, etc. Bien sûr. Pour toi, c'est un truc qui peut faciliter, qui peut permettre de rendre ça un peu plus accessible, même si c'est une petite goutte d'eau quand on se parle de 600 000 euros juste une équipe. Non, mais clairement, ça compte. Hein. La billetterie, c'est une manne financière importante dans les événements. Hein. Nous, on a fait 3 dates d'ascension cette année, donc ça compte énormément. Et il faut savoir que déjà, les événements e-sport sont plutôt moins chers que la plupart des événements culturels, c'est-à-dire qu'un concert ou que l'équivalent à l'étranger. Donc je pense qu'à l'avenir, on va voir des billets qui plutôt montent en prix, parce qu'il y a beaucoup de viewers qui se sont dit « Ah, la TVA va baisser de 10%, enfin de 15%, donc les prix vont baisser ». Alors déjà, je pense que les prix vont monter. Et ensuite, je pense que c'est plutôt une bonne chose, parce que ça fait partie des choses saines qui peuvent financer les événements. C'est-à-dire, il n'y a pas de promesse. Si les gens se déplacent et qu'ils ont payé pour venir et qu'ils estiment que c'est le prix pour, en fait, c'est plutôt sain. Parce que, en vrai, si ta billetterie... C'est nous, ça. En vrai, si ta billetterie finance ton événement, ça veut dire que des gens croient en ce que tu fais. C'est pas la promesse d'un sponsor ou d'un riche qui s'est dit « Bon, vas-y, là, ça a l'air marrant. Je vais mettre une bille dessus, donc c'est cool. » Donc moi, je trouve que la billetterie, c'est le modèle le plus sain pour financer les événements, mais ça suffit jamais. En général, c'est 40%, 50%, allez, ça peut aller jusqu'à 60%. Typiquement, dans un Bercy, ça peut aller un peu plus haut parce qu'il y a plus de place pour un événement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une très bonne chose, ce truc, parce que les concerts étaient à 5,5 de TVA et les événements e-sport étaient à 20. Donc nous, on comprenait pas trop, mais en fait, c'est juste parce qu'il y avait un flou juridique. En réalité, c'est pas parce met toujours du temps à rattraper. Ouais. Mais voilà, c'est pas parce qu'ils voulaient mettre à 20, c'est parce qu'en fait, il y avait rien qui disait que ça devait être à 5. C'est plutôt ça la vérité. Et en fait, c'est sur la table depuis 4 ans. Avec des gens qui bossent ça à l'Assemblée. Et là, d'ailleurs, c'est passé dans un 49.3, si vous ne saviez pas. El famoso. J'ai vu ça, ouais. Merci à tous. Donc voilà, c'est passé dans l'une des 100, je ne sais pas combien, mesures des 49.3. Il y a notamment le fait de passer les billets à 5,5. Donc voilà, mais effectivement, ça va beaucoup nous aider. Pour revenir à ta question, ça va beaucoup nous aider. Et c'est, je pense, une bonne chose, parce que en plus, ça encourage à faire des événements, donc des choses où les gens se déplacent et tout. Tu rassembles ta communauté aussi. C'est trop bien. Et nous, typiquement, même avec Mandatory, on fait des toutes petites choses qui s'appellent les Hammer Time, où on fait des soirées où les gens viennent. Alors, c'est 300 places, tu vois, mais c'est des toutes petites choses. C'est déjà pareil, hein, c'est vrai que maintenant, on est aussi dans un truc oui, où, bien sûr. Mais... D'accord, pas fait Défense Arena à 30 000, mais c'est-à-dire que déjà 300 places, c'est cool, quoi. Et voilà, petite soirée. Tu vois, on essaie de trouver d'autres modèles de financement et donc faire des petites soirées avec les gens. Ça peut être aussi des moyens. Il y a le merch, il y a les sponsoring, bien sûr. Mais après, toi, c'était aussi ton idée avec Mandatory, c'est-à-dire que c'était
de se positionner un peu différemment des trucs énormes, de pas se dire ok nous on va aller en LEC dans les trucs, mais sans que ça soit en régional, mais un truc un peu plus c'est ça, local, quoi. Avancer sans se brûler les ailes sur des jeux qui sont notre identité et surtout sans cramer de l'argent. Et là, on est à l'équilibre avec Mandatory aujourd'hui, donc ça nous permet de faire des investissements, des choses comme ça quand il y a plus. Donc c'est super. Non, mais je sais pas si vous avez vu aussi, on parle de la France qui veut rayonner en e-sport, mais l'Arabie Saoudite, c'est pas là pour rigoler. Hier, là, ils ont annoncé donc la tenue d'une Coupe du Monde annuelle du jeu vidéo, l'e-sport World Cup, qu'ils ont annoncé. Donc, plus gros cash prize ever, 42 millions d'euros, prochaine édition qui va avoir lieu l'été prochain. Parce qu'avant, donc, du coup, il y avait le Gamers 8 qu'ils ont donc ils ont racheté le nom e-sport World Cup et ils veulent quand même, je voyais, envoyer 38 milliards de dollars pour rendre l'Arabie Saoudite hub du gaming mondial. En fait, ils sont extrêmement agressifs et comme c'est un peu le paradis de l'influence, enfin en tout cas d'une certaine part d'influence, en fait ils essayent d'attaquer le marché de l'e-sport et tous les gens qui font de l'événementiel en France ont reçu des mails de projets incroyables, financés et tout. Ça commence à être très 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 agressif et il y en a qui trempent déjà un peu dedans. Mais est-ce que c'est pas la suite un peu obligatoire, un peu comme le foot et tout, quand on voit que forcément peut-être parce que l'e-sport ça a été un peu ça, c'est-à-dire qu'au début on en parlait au tout début, d'un coup t'avais le salaire moyen c'était 2 000 €, il y avait une équipe qui payait 10 000 le joueur, bon bah tout le monde est allé chez eux et ainsi de suite. Quand on voit le foot, c'est vrai qu'on avait vu un CR7 au début, ça avait fait trembler tout le monde, maintenant c'est devenu un peu plus normal d'aller là-bas, donc au-delà du côté, bien sûr, éthique, etc., de l'Arabie Saoudite, c'est vrai que la question, là, il disait 39 000 emplois et tout. C'est vrai que de l'extérieur, moi, j'ai un peu cette impression où je me dis, en fait, les joueurs, ils vont juste se dire où est-ce qu'il y a le plus gros cash prize. Gamers 8, en l'occurrence, c'était le dernier tournoi où Dota, il y avait je sais plus combien de millions à gagner. Là, 42 millions de dollars. Je vois peu de teams qui vont dire ce tournoi, on va peut-être pas le faire. Non, mais surtout que c'est encore pire dans l'e-sport, entre guillemets, parce que comme les carrières sont courtes, c'est encore pire. C'est-à-dire que tu te dis, si tu as une proposition à plusieurs millions et que tu es un joueur pro, ça fait forcément plus réfléchir, encore plus que le foot où les carrières sont déjà courtes. C'est-à-dire, on parle de 10, 15 ans, je parle sous ton contrôle. Mais en e-sport, on peut parler parfois d'1 an, parfois de 2 ans, 3 si vraiment tu es une légende, et peut-être 5, 6 si tu es faker, mais c'est 1 in million. Donc voilà, les chiffres qui vont tourner la tête, c'est sûr que des gens vont craquer. Et ça va être difficile d'en vouloir à certains quand tu vois qu'ils veulent capitaliser. C'est comme il y avait avec le truc Fortnite. Mais de toute façon, si c'est pas l'Arabie Saoudite ou le Qatar, ce sera la Chine. En fait, il y aura un acteur qui mettra 100 millions et qui fera de l'acquisition, de l'agressivité énorme. Après, à savoir qui va le faire, à quel prix médiatique et politique et tout ça. Donc, c'est une question très vaste. Lié aux éditeurs aussi, j'imagine, parce que c'est vrai que s'ils décident d'organiser la World Cup là-bas, t'es un peu en mode. Mais il y a des éditeurs qui voudront pas y aller, c'est sûr. Il y a des éditeurs qui vont dire moi, j'ai pas envie d'aller là-dedans, moi j'ai envie d'y aller, etc. Il va y avoir un jeu politique qui va se jouer entre la Chine et le Moyen-Orient probablement aussi. Donc ça va être, c'est une grosse bataille qui va très très haut en réalité. On se rend pas trop compte. Au-delà de tout ce qui est extérieur que je maîtrise pas forcément, mais c'est vrai que cette agressivité a aussi des points positifs. Typiquement, je pense au jeu de combat que j'aime beaucoup, le Versus. Le Versus, c'était vraiment une niche où il y avait très peu d'argent, quoi. Beaucoup de déplacements. Pendant très longtemps, là, ça a peut-être changé, mais pendant 20 ans, tu allais à l'Evo, qui était un petit peu le championnat mondial annuel. Et genre, tu es allé faire Street Fighter, le tournoi de Street Fighter, il y avait 4 000, 5 000 personnes qui participaient. Et tu payais ton billet d'avion, etc. Tu y allais. Et si tu terminais 3e, tu gagnais 2 000 balles. Quoi. Donc, en gros, tu te remboursais même pas ton voyage en étant 3e mondial. Et typiquement, le Gamers 8 avait un tournoi de Street Fighter, alors qu'il était un peu invitational, je crois, avec des top noms. Donc, évidemment, qui ont été accueillis comme des pachas. Mais du coup, on avait un prize pool qui, je crois, était entre 400 000 et 700 000 euros, je sais pas, de distribution, avec un winner, une première place qui ça leur fait tout drôle aux joueurs, quoi. Quand t'es en mode, là, j'ai perdu 2 000 balles en étant deuxième. Oh bah tiens, plus 500 000. On a aussi maintenant le Capcom, qui, bon, ça c'est hors de ce champ-là, mais bon, Capcom, par exemple, a fait que le Capcom Pro Tour, donc un ladder annuel, fait avec une grande finale à la fin des qualifications et des finales, fait que maintenant c'est 2 millions d'injectés dans le circuit et le vainqueur prend 1 million. Enfin, c'est des sommes qui sont 1000 fois supérieures à ce qu'on avait avant dans ce milieu-là. Donc, on va dire que ça injecte. C'est tellement agressif et ils veulent tellement être surprésents partout que même des jeux qui étaient considérés un peu de niche, du coup, se retrouvent un petit peu glamour, en tout cas attirant au niveau des prize pools, ce qui n'était vraiment pas le cas pendant 20 ans. Donc, non, mais en tout cas, c'est à suivre. Dernier petit truc, tu parlais de pré-CA, je te promets, on va te libérer. Hein. C'est promis. Non, la prise d'otage. Vous inquiétez pas, j'écoute. Mais c'est Nintendo là qui a annoncé. Ah oui, j'ai vu. Pas de l'argent chez Nintendo? Non, justement. Il y a une manette à gagner? Nouvelle restriction. Non, justement.
nouvelle restriction pour les tournois Smash apparaissent donc également en Europe. Parmi elles, le cash prize. Donc maintenant, tu peux plus avoir un cash prize supérieur à 5 000 €. On en parlait. Pas de sponsor sur l'événement. Un accord de Nintendo pour les tournois qui dépassent les 200 joueurs. 20 € l'inscription maximum. Et je voyais que c'était limite si tu pouvais pas avoir de buvette à ton événement, de merch, etc. Ou Nintendo qui est vraiment dans cette vague-là, quoi, de compréhension, d'accompagnement. Après, pour en avoir discuté en off avec des gens que je connais qui parlent de Smash des fois, globalement, en réalité, ça s'ouvre plus pour les grands tournois. C'est-à-dire qu'en gros, Nintendo verrouille l'amateur, mais en fait, tu vois, dans la clause, il y avait si vous avez plus de 200 joueurs, contactez-nous. Et fait, on peut faire un truc sur mesure. Non, il y a des accès. Donc en fait, derrière cette mauvaise nouvelle pour les amateurs, ce qui est terrible, moi je pense comme le football, comme le sport, que le pro vient de l'amateur. Je le pense vraiment, je suis convaincu par ça. Allez en LAN. Et globalement, sur Smash, derrière cette mauvaise nouvelle se cache aussi le fait de maintenant, il va probablement pouvoir franchiser, probablement faire des choses sérieuses avec Nintendo parce que tu vas pouvoir les contacter pour des tournois au-delà de 200. Alors, c'était déjà le cas pour les Evo, les trucs comme ça. Il y a eu des Smash, même s'il y a des années où ils l'ont pas mis. Mais en réalité, voilà, il y a aussi un peu de positif à tirer de tout ça. C'est que Nintendo se dit aussi, OK, en fait, il y a des gens qui veulent faire des vraies choses sur notre jeu. Peut-être que eux, faut les éviter. Ça arrive. Mais ce qu'ils veulent pas, voilà, c'est le tournoi amateur de campagne. C'est un peu la philosophie de Capcom, mais en plus agressive, du coup. Ouais. Parce que Capcom, non, mais écoutez... Donc, c'est difficile de savoir ce que ça va donner. Parce qu'en réalité, même un tournoi amateur, si t'as pas besoin de mettre 5 000 € de cash prize, et ça, c'est la limite. Donc, en fait, je pense que les gens en ont fait tout un flanc de ça. Il faut voir comment ça se transforme en vrai. C'est-à-dire, effectivement, nous, on le voit comme c'est Nintendo Japon, c'est restrictif, c'est comme d'hab, machin. Mais en fait, je sais pas, je sais pas si c'est... Bon, c'est négatif, mais je veux dire... Si c'est une cata que ça pourra peut-être ouvrir des portes sur les plus gros tournois, quoi. En fait, si ça permet d'avoir plus de tournois officiels brandés Nintendo, qui disent, voilà, eux, ils sont officiellement avec nous, let's go. Bon, après, voilà... C'est pas une première, hein. Ouais, non, ce serait pas une première. Optimiste. Mais c'est rare. J'ai envie d'être optimiste parce que ils ont plutôt, ces derniers mois, été ouverts que fermés. Et là, c'est vrai que cette annonce, c'est bizarre. Il y a eu des exemples, parce qu'on sait que le Japon est assez hermétique. Et tu as parlé de l'événement annulé, là, une semaine avant, aux US, là. Ah oui, non. Il y avait eu ça. Non, pas ça. Mais oui, en général, les éditeurs japonais sont assez hostiles, tout simplement à tout ce qui est tournoi avec argent. Enfin, les jeux d'argent, là-bas, c'est très particulier. C'est juste lié à certains trucs. Enfin, même Pachinko et compagnie, le gambling, là-bas, entre guillemets, tu l'échanges contre des lots, que tu rééchanges contre de l'argent. Enfin, il n'y a pas de jeu d'argent direct. C'est tabou un petit peu. Et puis moi, Dragon Ball Fighters, vu que c'était Toei, la Toei, quoi, etc. Au début, c'était impensable d'avoir des tournois, il me semble, où il y avait de l'argent en jeu. Et ça s'est débloqué au fur et à mesure. Et c'est un peu la rencontre de l'Occident et de l'Orient, on va dire. Et finalement, Dragon Ball Fighters a eu des tournois avec cash prize, c'est inclus dans les grandes compétitions. Mais oui, c'est toujours une négociation compliquée, d'autant plus avec Nintendo, qui est Nintendo, quoi. Ah bah ça toujours. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Il se passe beaucoup de choses en France. Honnêtement, on a de la chance d'avoir une scène aussi variée où il se passe autant de choses, avec plein d'équipes. Et c'est vrai que moi j'aime bien. Mais ce que tu dis, pardon, je suis externe. Mais dis-moi. Non mais dis-moi, attends. Ce que tu dis sur les incarnants, c'est très vrai. Aujourd'hui, c'est dur d'avoir une équipe forte sans avoir des incarnants. Moi je sais pas comment ils font. LDLC là, ça arrête. Ça a arrêté déjà. Typiquement. Après ça, tu disais que tu connais rien à l'e-sport, mais tu connais la K-Corp, je pense. Oui. Voilà. J'ai entendu parler de Vitality, de BDS, de la K-Corp. Parce que des gens les ont incarnés. Bon, BDS un peu moins publiquement, mais alors que je sais pas si tu connaissais Gamers Origin par exemple. Pas du tout. Tu vois. Et en fait, c'est des gens c'est des équipes qui ont moins eu des incarnants, donc on voit que le grand public connaît ces équipes par ses icônes, par ses représentants. Donc c'est sûr que on a l'impression que ça devient un peu inévitable. Et surtout que les équipes ont besoin de reach, ont besoin de communiquer. Je trouve que c'est quand même la terre du storytelling, quoi, l'e-sport. C'est-à-dire que c'est vraiment le maître mot je voyais sur Twitter, là, ça débattait des prochaines arrivées, à quel point ça peut manquer ou non. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est ce qui fait vie. On le voit avec Kamel, etc., où c'est son rêve de tout petit et il l'emmène et tout. Mais c'est vrai que tu sens que l'e-sport, c'est cette manière d'écrire des histoires. Mais en réalité, c'est pas nouveau, tu vois. Il y avait Oslot et XPK. On a eu des trucs comme ça. Mais c'est ce qui t'accroche, c'est qui te fait justement y aller. Donc c'est pas étonnant que ça existe. Il y a que Fnatic qui a réussi à pas avoir de vrais incarnants. Enfin, il y a eu Reckless et compagnie, tu vois, mais il n'y a pas eu quelqu'un qui depuis le début a incarné Fnatic. Je trouve que c'est un peu le seul exemple de la grande équipe européenne qui a réussi à être un nom avec son équipe sans être un influenceur. Mais ils ont toujours autant de fans, Fnatic, dans le chat. En tout cas, c'est très connu. Tu vois ce que je veux dire. En gros, même s'ils n'ont pas autant de supporters qu'à une grande époque. C'est Manchester United, quoi. À l'époque de Reckless. Ouais, c'est ça. Ils ont pas d'incarnants forts, mais ils ont une vraie identité de club. Et en vrai, c'est très rare. Enfin, pour moi, c'est un haut fait que seul Fnatic a réussi à faire.
Il y a Liquid un peu aussi, dans le même genre, mais plus aux US qu'en Europe. Ouais, c'est les grands noms. Mais c'est très rare. En gros, voilà, c'est très rare, c'est ce que je voulais dire. Alors, quand t'es incarnant, tout de suite, ça part. Gentlemate, c'est bon, là, tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde sait qui c'est, parce que c'est monstrueux et c'est incroyable. Non, mais en tout cas, c'est super intéressant. Je vois dans le chat, Fnatic ont XPK. Oui, mais ça date, là, c'est-à-dire que XPK, PCA. Pas du tout. Du coup, non. C'est des noms qui. Mais c'est vrai, les incarnants, c'est les seuls qui. Enfin, j'ai des figures pour. Ouais, pour identifier tout de suite, savoir c'est le projet de qui. C'est que comme ça que je connais en fait. Ouais, bien sûr, normal. Non, mais c'est pour ça que c'est intéressant. Et aussi parce que c'est la guerre de l'influence. Oui. Aujourd'hui, tout n'est qu'influence, et pour monétiser ton équipe, tu as besoin de cette influence. Pareil, voilà. Enfin, justement, la plupart des joueurs dans les structures ne sont pas vraiment, entre guillemets, ne peuvent pas représenter aux yeux des marques le rôle d'influent. Donc, quand tu dois financer des équipes qui coûtent extrêmement cher, les marques cherchent des choses qui les rassurent, les sponsors, bien sûr. Et donc vont plutôt aller justement vers des incarnants qui ont du reach, comme on dit. Ah, mais c'est vrai, les amis, on aurait pu faire 4 heures. Mais oui, c'est vrai. Non, mais c'est un sujet, il se passe des choses. L'Arabie Saoudite qui entre pas dans la partie parce qu'ils sont déjà là depuis quelques temps. Mais en tout cas, on en reparlera comme on en parle régulièrement sur Popcorn.